Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par le CMDQ. Je m'appelle Chiara Portaquin, je suis tutrice au Collège des médecines douces du Québec et aujourd'hui je vous propose un nouveau webinaire sur le sujet de l'arrêt du tabac facilité par l'approche naturopathique. Aujourd'hui, on va parler donc de l'addiction tabagique et comment accompagner un client ou une cliente qui cherche à arrêter sa consommation de tabac. On va essayer de comprendre les mécanismes de la dépendance au tabac et comment proposer un accompagnement naturopathique qui soit global, progressif et sécuritaire pour le client. Donc ce webinaire s'adresse à tous nos étudiants, mais aussi à tous les étudiants en naturopathie ou toutes les personnes aspirant à devenir naturopathe ou à travailler dans la médecine naturelle, mais également aux personnes tout simplement qui s'intéressent à la naturopathie et à ce que la naturopathie peut apporter dans le cadre d'un arrêt de tabac. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous poser un petit peu le cadre pour comprendre en fait la dépendance tabagique, donc qui est en fait une dépendance sur trois plans, sur un plan physique, sur un plan psychique et sur un plan émotionnel. Donc on va essayer de comprendre les leviers naturopathiques qui vont permettre d'accompagner l'arrêt et également de structurer l'accompagnement individualisé parce que comme toute addiction, que ce soit une addiction tabagique, une addiction alcoolique, une addiction de type plutôt vers les drogues, telles qu'elles soient, ou une addiction à la nourriture, enfin voilà, tout comportement addictif en fait demande une prise en charge vraiment globale, à la fois avec plusieurs praticiens bien évidemment, puisqu'il y a un aspect psychologique dans cette prise en charge qui est très important et vous en tant que praticien en médecine naturelle vous avez un rôle clé à jouer puisque vous êtes l'hygiéniste, vous êtes le premier répondant comme on dit, la première personne voilà, de la chaîne qui va pouvoir orienter le client et lui permettre de mieux comprendre sa situation et votre rôle va être également de comprendre le terrain et de le rééquilibrer puisque le message clé ici, c'est qu'en naturopathie, on n'arrête pas une substance, on rééquilibre le terrain, on soutient le système nerveux et on restaure l'autonomie du client. Donc ça lui permet de reprendre vraiment la main sur sa vie, sur son hygiène de vie. C'est là où nous, on va pouvoir agir. Et bien évidemment, tout ça en complément avec le suivi médical et le suivi psychologique qui va se faire donc avec un psychologue, avec un psychiatre diplômé et ou une personne spécialisée en thérapie comportementale, j'en parlerai plus tard. Voilà, c'est vraiment une prise en charge globale, c'est un sujet qui est très intéressant et que vous allez rencontrer assez régulièrement en consultation. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la dépendance au tabac, elle est basée sur trois piliers, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la dimension physique. Donc, il y a un cercle de dépendance qui va s'installer. Pourquoi? Parce que il va y avoir physiquement une sensation de manque lorsque l'on ne va pas fumer. Il va y avoir une irritabilité. Il va y avoir de la fatigue, des maux de tête. Et parfois, il va y avoir aussi une prise de poids très importante ou une perte de poids très importante. Pourquoi ce mécanisme physique? Tout simplement parce que le corps est en dépendance de cette substance et donc réagit à l'arrêt, réagit au sevrage. Comme un sevrage d'une dépendance médicamenteuse, une dépendance de substance, le corps va vivre en fait le sevrage à sa manière et va essayer de compenser. Le manque donc est assez clair et évident, c'est voilà, le shot de dopamine dont je vais parler après et en fait la nicotine qui crée cette action sur la dopamine, je vais en parler après. Mais c'est également l'irritabilité et la fatigue. Donc là, ça va être plus, ok, ben en fait, j'ai pas ma dose de dopamine, donc je vais essayer de chercher cette dose ailleurs, mais il y a d'autres stimulants de dopamine, je pense notamment aux écrans, voilà, qui sont la plus grande dose de dopamine aujourd'hui, en tout cas la plus forte et la plus transitoire également. Et puis il va y avoir des maux de tête, il va y avoir des symptômes très physiques du sevrage, il peut y avoir même voilà, une sensation de chaleur, une faim très importante. Donc la faim très importante va engendrer la prise de poids. Ou au contraire, ça va être un coupe-faim parce que certaines personnes utilisent la cigarette comme un coupe-faim. Chaque personne est très différente dans son addiction. Mais les effets restent le même. Donc il va y avoir ce pilier physique tout d'abord, et puis il va y avoir un pilier psychique. Donc au niveau du psychisme, on va plutôt parler des croyances qui font que la personne va se dire ok j'ai besoin
de cette dépendance, j'ai besoin de cette cigarette, donc ça va être des croyances comme ça va me calmer, j'en ai besoin parce que sinon je prends du poids, je perds du poids. Souvent c'est quelque chose que vous allez beaucoup voir, c'est quelqu'un qui va vous dire oui mais si je prends pas ça, voilà, je contrôle plus mon poids, je contrôle plus ma fatigue, mon stress, etc. Alors qu'en fait, il faut bien faire comprendre aux consultants que c'est cette dépendance qui crée ce besoin. C'est pas la dépendance qui comble le besoin. C'est cette dépendance qui vient en fait engendrer ce cercle vicieux. Et puis enfin, il va y avoir une troisième dimension qui va être une dimension émotionnelle. Donc ça va être une manière de gérer son stress, de gérer la surcharge mentale. Ça peut être aussi une manière de gérer une dimension plus sociale. Beaucoup de gens fument parce que leur entourage fume. Donc l'entourage va entraîner et va, entre guillemets, faire perdurer l'addiction. Si on a grandi, par exemple, dans une famille qui fume, on a 50%, voire plus de chances de fumer à son tour après. Donc, finalement, il y a aussi un aspect de socialisation où il y a certains milieux, par exemple le milieu de la restauration, est un milieu qui est réputé pour être un milieu où les gens fument davantage. Parce qu'il y a plus de stress, il y a plus de surcharge, il y a plus de rapidité aussi dans le rythme. Et donc, tout simplement, ça va amener à des gestes de décompensation, puisque la cigarette est un geste de décompensation et de socialisation qui permet de se connecter à ses collègues, de se connecter aux gens qui sont autour de nous, et de partager quelque chose avec eux. C'est un peu comme le café. En fait, toute substance extérieure qui peut potentiellement devenir addictive, le sucre en est une aussi, hein, par exemple, va permettre de créer ce lien et cet aspect de socialisation. Donc voilà, il y a ces trois dimensions de la dépendance qu'il faut retenir. Et puis, il faut comprendre que la nicotine, donc la substance active dans le tabac, est un faux régulateur. Pourquoi ? Parce qu'elle va être tout d'abord un stimulant du système nerveux, donc comme un shot de café. Quand vous allez fumer une cigarette, vous allez avoir une stimulation en fait du système nerveux sympathique, donc du système nerveux qui va gérer en fait tout ce qui est fonction exécutive, et donc votre système nerveux va se mettre en activation. Et ensuite vous allez dépressuriser, et donc le système nerveux va retomber en chute. Et au moment où il retombe en chute, c'est là où l'appel de la nicotine, l'appel de ce shot de dopamine est très important. Comme toute substance addictive, vous allez avoir un up et un down, c'est-à-dire un moment où ça monte, un moment où ça redescend. Donc, comme je le disais, une action sur la dopamine, bien évidemment. Donc, la dopamine, c'est quoi ? C'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Et la dopamine, c'est quelque chose de très addictif pour notre cerveau parce que ça marche en shot. C'est-à-dire que vous recevez des shots de dopamine lorsque vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. En sachant que vous pouvez tirer du plaisir effectivement de choses addictives comme la cigarette qui finalement ne sont pas bons pour vous. Donc la dopamine va augmenter avec ce stimulant nerveux et donc va en fait se créer cette sensation de plaisir, voire de soulagement, mais qui va être très temporaire, puisqu'à un moment donné, fatalement, vous allez redescendre. Et enfin, il y a un renforcement du conditionnement. Là, c'est plus un aspect en thérapie comportementale que l'on va aborder aussi, mais pour celles et ceux qui seraient spécialisés en thérapie comportementale, le renforcement du conditionnement, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que les gestes, les rituels et les émotions associées à l'addiction la renforcent. Donc, il faut comprendre que la personne qui fume, elle fume soit seule, soit pour se socialiser. Il y a le geste qui est très addictif déjà, que le cerveau va avoir besoin d'effectuer, comme le geste de scroller d'ailleurs, qui est un geste aussi qu'on va peut-être vouloir reproduire parce que c'est devenu comme un mécanisme. Il y a également la notion de rituel, c'est-à-dire si par exemple la personne fume le matin, elle va particulièrement avoir un manque le matin, parce que voilà, c'est associé à je fume ma première cigarette avec mon café par exemple, un truc très français. Et puis si c'est par exemple fumer pour socialiser, ça va être la pause avec les collègues, tout le monde sort fumer, si moi je ne sors pas fumer, je suis exclue de ça. Et ça nous amène à la dimension émotionnelle en fait de cette addiction, c'est-à-dire que le conditionnement est également émotionnel. On conditionne la réussite ou l'échec de l'arrêt du tabac à une condition émotionnelle. Donc par exemple, si j'arrête, est-ce que je vais me sentir bien ? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir ? Est-ce que je suis assez fort ou forte pour me débrouiller sans ça ? Et surtout, est-ce que je vais réussir à garder en fait mes habitudes, mon rituel, ma routine avec, sans justement cette addiction. Donc voilà.
En naturopathie, le point clé de tout ça, ça va être plus le terrain est carencé, stressé et acidifié, plus la dépendance est forte. C'est-à-dire plus on a un profil, par exemple, extrêmement stressé, de cadre, jeune actif, peu importe, parents débordés, qui n'a pas le temps d'effectuer ses routines de soins ou avoir une hygiène de vie structurée, donc qui va manquer de certaines choses, qui va être stressé parce que la situation de vie est stressante et du coup qui va s'acidifier énormément, donc l'acidose va monter. Plus tout ça est fort, plus l'acidose est haute, plus il y a du stress, plus il y a des carences de terrain, donc c'est-à-dire plus le corps lui-même est pollué, je dirais, plus la dépendance va être forte parce que la nicotine va agir comme un baume, je dirais très temporaire sur tout ça. D'un point de vue naturopathie, comme je disais, nous on va s'intéresser au terrain. On va essayer de comprendre comment on peut aider en fait la personne au niveau de son terrain, au niveau de son hygiène de vie. C'est là notre rôle d'hygiéniste. Ce n'est pas un rôle tant psychologique, même si ça va être effectivement un accompagnement quand même, en tout cas une motivation à changer, et puis ça va être de l'orientation vers les autres professionnels. Mais voilà, l'objectif du naturopathe, ça va être soutenir l'organisme avant, pendant et après l'arrêt du tabac. Donc, un terrain qui est très fréquent chez le fumeur, ça va être des carences. Tout d'abord, comme je disais, il y a 3 carences qui sont très communes dans le terrain du fumeur. Ça va être la carence en magnésium. Alors ça, on l'a quasiment tous, puisqu'on manque de magnésium et que, je le rappelle, notre corps ne produit pas de magnésium. Donc, il le récupère de sources extérieures. Or, nos sources sont principalement alimentaires et nos aliments étant très pauvres en oligo-éléments, en vitamines, voilà, en tous ces éléments, tous ces minéraux dont on a besoin. Le magnésium est un élément qui ne va pas être produit, qui ne va pas être stocké. Donc très difficile à obtenir, donc on est quasiment tous carencés, et particulièrement le fumeur qui va être carencé en magnésium. Ensuite, il va avoir une carence en vitamine C. Très important aussi pour la régulation et pour le bien-être global du corps, la vitamine C, c'est tout aussi capital. Et ça va être une vitamine qui va être particulièrement absente dans le terrain du fumeur, qui va être acidifié et stressé. Parce que même si la personne n'est pas stressée par son quotidien, la dépendance crée du stress. Et également, la substance crée également du stress sur le terrain. Et enfin, de la vitamine B. Là, on va vraiment voir aussi une carence en vitamine B. Donc, ce sont les 3 carences principales, magnésium, vitamine B et vitamine C, qui sont des vitamines essentielles. Je le rappelle, pour ceux qui suivent leurs cours chez nous, vous l'avez vu dans toute la partie sur les vitamines et sur les oligo-éléments, c'est évident. Ensuite, on va voir une acidose tissulaire. Alors, l'acidose tissulaire, c'est une acidité des tissus. Donc tout le terrain est acidifié et les tissus sont extrêmement acidifiés. Une acidose, donc des gens qui vont être, enfin voilà, qui vont avoir l'air fatigués, assez abîmés, qui vont tousser de manière chronique aussi, des problèmes respiratoires assez évidents. Voilà, tout ça, ça va être un signe d'un terrain qui est surchargé. Et surchargé notamment aussi hépatiquement. Alors ça, c'est très classique. Puis l'addiction touche tout le monde, également des femmes, mais aussi surtout des jeunes. Cette surcharge hépatique, elle se voit en fait dans le profil par exemple du sanguin aussi, qui va être particulièrement prompt aux addictions. Dans les différents profils naturopathiques, le profil sanguin va être particulièrement prompt aux addictions, prompt également à avoir du diabète, à avoir cette surcharge hépatique et va se voir par ce gonflement très typique des tissus, de la peau, du corps, ce surpoids, etc. etc. Donc, la surcharge hépatique, c'est assez classique puisque le foie va être surchargé en fait de toxines. Quand vous fumez une cigarette, vous avez des métaux lourds, vous avez tout un tas de produits chimiques à l'intérieur. C'est comme fumer du goudron. Littéralement. Vous avez un taux de cadmium dans les cigarettes, surtout les cigarettes industrielles qui sont encore plus néfastes que les cigarettes roulées, mais même le tabac roulé est également très mauvais. Plein de produits chimiques, plein de produits voilà, de métaux lourds à l'intérieur qui vont vraiment venir surcharger le foie et donc ça va se répercuter sur tous les émonctoires et sur tous les organes d'élimination. Et enfin, un déséquilibre du système nerveux, ça c'est assez évident puisqu'effectivement, lorsque on est dépendant,
on en veut toujours plus, on veut que ça continue, on veut continuer de pouvoir avoir son shot de dopamine. Et donc, quand on n'arrive pas à fumer à des moments clés ou quand on a tout simplement ce down au niveau du système sympathique, eh bien, on ressent ce déséquilibre, ce stress. Alors pourquoi l'arrêt est aussi difficile? Parce que le tabac va masquer tous les déséquilibres profonds, qu'ils soient émotionnels, psychiques ou physiques. Et l'arrêt brutal sans soutien, ça va être très compliqué puisque lorsque l'on va rechuter, généralement il y a quasiment systématiquement une rechute. C'est très rare que la personne puisse être capable d'arrêter d'elle-même lorsqu'il y a une dépendance longue, voilà, une consommation très longue. Lorsque l'on arrête sans soutien, on s'expose à un retour amplifié des symptômes. Donc, à tout moment, on peut se taper un retour de balle, comme on dit, et revoir des symptômes que l'on avait avant lorsqu'on était dépendant et lorsqu'on consommait, revenir de manière encore plus amplifiée. D'où l'intérêt du naturopathe d'être présent ici pour accompagner l'arrêt. Alors, voici quelques outils naturopathiques clés que vous pouvez conseiller à vos clients lorsque vous cherchez à les accompagner dans l'arrêt du tabac. D'abord, on va privilégier une alimentation de soutien. L'alimentation étant un pilier, notamment pour tout l'aspect carence, et tout simplement nutriments essentiels, minéraux essentiels, vitamines, oligo-éléments et j'en passe. C'est très important. Alors, l'alimentation, comme je disais, est très pauvre aujourd'hui en tout ça, mais lorsqu'on a une alimentation biologique, saine et la plus naturelle possible, on va pouvoir constater quand même des effets très importants, puisque l'alimentation est un pivot clé de notre santé et de notre hygiène de vie. Notamment lorsque la personne a des problèmes de surpoids liés à la cigarette. Donc on va augmenter tous ces aliments alcanisants. Tout ça, vous pourrez retrouver très facilement et je pourrai également vous mettre des ressources utiles dans la bibliographie que je joins toujours à ces webinaires dans la barre d'informations en dessous, mais vous allez pouvoir avoir une liste très importante d'aliments alcanisants. On va essayer de privilégier aussi une alimentation anti-inflammatoire, donc type un régime méditerranéen avec beaucoup de poissons, beaucoup d'œufs, beaucoup de légumineuses. Et ce sont également des protéines de qualité pour la dopamine. Très important de nourrir cette dopamine parce qu'en fait, si on ne la nourrit pas, on va rester en down, on va rester en bas. Donc il faut nourrir cette dopamine, mais avec des choses saines. Il ne faut pas la nourrir au travers d'une autre addiction. Donc l'intérêt d'avoir des bonnes protéines pour la dopamine. Et puis réduire tous les excitants. En fait, c'est ce que je dis, le but c'est de ne pas prendre cette addiction et de la reporter sur autre chose. Combien de fois on voit des personnes qui sont addictes à la cigarette, qui arrêtent, qui continuent d'arrêter et qui arrêtent de fumer complètement, mais qui ont une addiction au café, au sucre, aux écrans, aux jeux d'argent, peu importe. Quand on a un profil addictif, quand on a même un comportement addictif tout simplement, c'est très dur de ne pas reporter cette addiction sur autre chose parce que c'est naturel, le corps veut son shot de dopamine. Donc, on réduit les excitants, le café, l'alcool et les sucres rapides. Très important de faire attention à ça. Également, je le rappelle, le thé est un excitant aussi. Pour ça qu'on va privilégier plutôt les tisanes qui sont également alcanisantes. Il y a plein de plantes aussi qui sont très alcanisantes qui vont venir soutenir le système, soutenir le terrain. Donc, on fait très attention à ça. Et s'il y a également une addiction au café en même temps, on va essayer de venir réduire progressivement, encore une fois, cette dose de café. Ensuite, on va aller sur l'aspect micronutrition. Donc, on va essayer de se tourner vers une supplémentation en magnésium, bien évidemment. Donc, le magnésium va contribuer à tout un tas de fonctions exécutives qui sont très importantes, mais va aussi contribuer à la relaxation nerveuse. C'est ce qu'on cherche lorsqu'on cherche à arrêter la cigarette, c'est avoir une sérénité, puisque c'est assez difficile de se sevrer. Donc, le magnésium va venir soutenir ça et va également venir soutenir les tissus et l'acidose. Ensuite, on va avoir, bien évidemment, comme je le disais, la vitamine C qui va être un antioxydant naturel, mais également un soutien surrénalien. Donc, les glandes surrénales qui sont responsables de la gestion endocrinienne, gestion du stress, gestion du cortisol, donc de l'hormone du stress. Donc, ces glandes surrénales, elles sont au bout de leur vie, elles sont surchargées. Donc, il faut les soutenir avec de la vitamine C qui va agir comme un antioxydant, qui va venir en fait réparer cette acidose tissulaire, qui va venir oxyder les cellules et faire en sorte que le corps puisse mieux récupérer et éteindre ce feu. Et enfin, le complexe B, donc les vitamines B, comme je disais, qui sont majoritairement absentes chez les profils fumeurs, qui vont venir là aussi soutenir le système nerveux. Au niveau de la phytothérapie, on va s'axer sur trois types de plantes, les plantes calmantes, drainantes et adaptogènes.
Donc, au niveau des plantes calmantes, on va pouvoir venir conseiller des tisanes de passiflore, d'aubépine ou de mélisse, qui sont des plantes très douces, sans contre-indication, qui sont des plantes très douces, sans contre-indication particulière et qui vont venir soutenir la personne, notamment je pense aux tisanes avant de coucher ou aux tisanes au cours de la journée quand il n'y a pas euh, d'effet somniférique, c'est-à-dire d'effets voilà, qui donnent envie de dormir. Ce qui n'est pas le cas par exemple de la passiflore qui est vraiment une plante axée plutôt sur l'anxiété. La mélisse est davantage pour dormir par exemple, mais la passiflore va être une plante plutôt pour l'anxiété qui va pouvoir se consommer en journée, en tisane, lorsqu'elles sont voilà, bien cultivées, ces plantes-là, et qu'elles sont d'origine biologique, c'est vraiment un baume pour le corps et c'est une manière très facile pour la personne également de consommer ces plantes-là. Donc la passiflore pour l'anxiété, la mélisse pour le sommeil et l'aubépine en soutien pour venir lier tout ça, soit en simultané une tisane voilà, mélangée, dans un complexe de plantes, soit chaque plante individuellement en fonction des phases, en fonction du profil, etc. etc. Très important d'individualiser le plan d'accompagnement et d'individualiser à la personne que vous avez en face de vous. Également au niveau des contre-indications, encore une fois, être toujours extrêmement vigilant. Ensuite, on va aller vers des plantes drainantes puisqu'on va vouloir détoxiquer le foie, les émonctoires, donc la peau, la rate, la vésicule biliaire, le pancréas, le foie, les reins, tous ces éléments, tous ces organes qui sont des organes émonctoriels, on va venir les détoxiquer. Mais il faut y aller progressivement. Encore une fois, la détox n'est pas adaptée pour tout le monde, pas dans toutes les phases. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Donc on va aller sur des plantes drainantes comme le romarin, l'artichaut, le chardon-marie, qui vont venir avoir cet effet diurétique, cet effet détoxicant et permettre de relâcher progressivement les toxines. Donc la cure de détox, bien évidemment, respecter voilà, les phases, les différentes adaptations en fonction du profil, etc. etc. Et enfin, selon les profils, encore une fois, des plantes adaptogènes. Alors il ne faut pas qu'il y ait de pathologie psychiatrique sous-jacente, ce genre de choses, parce que ça peut être contre-indiqué. Mais il y a beaucoup de plantes adaptogènes qui vont permettre de rééquilibrer le système nerveux, qui sont des plantes qui sont généralement ancestrales, issues des médecines indigènes, et qui vont permettre de venir progressivement réadapter le soutien surrénalien, le soutien émotionnel, psychique et également nerveux, puisque le système nerveux central va être déréglé par l'addiction. Donc on va venir progressivement le réadapter avec les plantes adaptogènes, encore une fois en fonction du profil. Également, en termes de techniques complémentaires, on va venir travailler avec la respiration consciente, l'activité physique douce et l'hydrologie également qui est très intéressante, les douches alternées, le sauna, le hammam pour transpirer toutes les toxines. Très intéressant de s'axer autour de l'hydrologie qui va être particulièrement adaptée aussi pour la gestion du stress. L'activité sportive également douce peut être liée à l'élément de l'eau, qui est une activité vraiment très stimulante pour l'entièreté de la structure physique, sans être trop difficile pour quelqu'un par exemple qui fait très peu de sport ou qui manque de capacité physique ou qui va avoir une respiration, voilà, une capacité respiratoire limitée liée à la cigarette. L'hydrologie et puis de manière générale la nage par exemple, la natation peut être très adaptée comme technique complémentaire au niveau voilà, sportive et de soutien complémentaire au niveau naturopathique. Enfin, il faut identifier en lien avec la personne et également avec son thérapeute les déclencheurs qui vont venir trigger en fait ces comportements addictifs. Puisque vous avez un rôle clé dans le rééquilibrage de l'hygiène de vie. Donc vous devez quand même comprendre un petit peu le profil de la personne et voir ce qui va la déclencher, ce qui va déclencher son addiction et l'entretenir. Donc, est-ce que c'est le stress, la fatigue ou des émotions qui sont non exprimées? Est-ce que ce sont des habitudes sociales? C'est ça que vous devez identifier. Pour ensuite que ça soit fonctionnel et efficace, il faut reprogrammer le geste. Donc, remplacer le rituel de la cigarette par une infusion, par une respiration, par de la marche, par de l'écriture, par de la danse, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez et en fonction du profil.
Et travailler également sur les mains et sur la bouche. On a un réflexe, comme je disais avec la cigarette, qui est un réflexe d'oralité. Qui nous vient d'un stade en psychologie, je dirais, plutôt infantile, le stade oral où on va vraiment venir mettre à la bouche. La cigarette, selon Freud, était une répétition de ce stade oral, une manière de faire perdurer ce stade infantile. Donc on va venir travailler sur le remplacement de ce réflexe main-bouche, de ces gestes en fait qui sont très physiques, très ancrés dans le corps, par exemple une boule anti-stress, une petite bague que l'on peut venir titiller, quelque chose qui va venir occuper les mains. Parce que c'est avant tout aussi un geste de socialisation, un geste d'habitude, c'est ancré dans le corps. Quand c'est très ancré, quand ça fait longtemps que la personne fume, ça peut être très important, quand ça fait longtemps que la personne fume, de travailler sur le remplacement du rituel et sur le travail main-bouche. Et enfin, on va travailler sur l'axe psycho-émotionnel. En lien encore une fois avec le thérapeute, on va pouvoir travailler sur de la visualisation. On peut recommander à la personne de l'hypnose, qui est très efficace pour les addictions, de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale. On va pouvoir venir travailler avec les fleurs de bac. Je pense notamment à Walnut, Cherry Plum, qui vont être des fleurs de bac très adaptées pour ce type de profil. Et on peut tenir un journal. Très important, avoir un journal de bord, comme lorsqu'on va accompagner des TCA, une perte de poids. Le journal alimentaire ou le journal en général, un journal de bord, c'est vraiment très important. Je le répète très souvent à mes élèves, mais c'est très important. Ça permet de situer la personne, de lui donner un objectif et vous d'avoir un suivi au long terme. Et puis également proposer de la méditation guidée, des respirations 4-6, des visualisations de libération quand on travaille sur tout cet aspect-là et que la personne est réceptive à l'autosuggestion et à l'hypnose et à la visualisation, ça peut être de super pistes. Alors, pour structurer un accompagnement naturopathique, on va utiliser un protocole en 3 phases. C'est ce que je recommanderais. Encore une fois, adapté à votre profil, adapté à votre client, individualiser la pratique. La naturopathie, c'est pas une pratique, c'est une pratique certes globale et holistique, mais c'est pas une pratique de chaîne. Justement, le but de la naturopathie, c'est d'adapter le plan d'accompagnement à chaque personne. Donc, je dirais que dans la phase 1, il y a une préparation entre 2 et 4 semaines de rééquilibrage alimentaire, de soutien nerveux et de diminution progressive de la cigarette. On ne va pas venir couper du jour au lendemain. C'est comme une addiction médicamenteuse, ça ne vous viendrait pas à l'idée de couper un antidépresseur du jour au lendemain, par exemple. Et d'ailleurs, c'est absolument complètement contre-indiqué. C'est pareil, le médecin va souvent recommander à la personne d'aller progressivement dans la diminution de la cigarette. Vous, ce n'est pas votre rôle de dire à la personne vous devez diminuer comme ci, comme ça. Ça va être le rôle du médecin. Vous allez accompagner cette diminution par le rééquilibrage alimentaire et par le soutien nerveux. Dans la phase 2, on va être dans la phase d'arrêt. Donc là, on va être dans un soutien plus intensif, dans la gestion des symptômes et vraiment juste être présent et suivre la personne. Et enfin, dans la phase 3, la phase de stabilisation, on va prévenir les rechutes, travailler sur l'identité de la personne, donc je suis non-fumeur, travailler sur le geste, sur le main-bouche pour éviter les rechutes. Et puis, le thérapeute va venir travailler en profondeur sur la raison en fait profonde de l'addiction, pourquoi c'est présent ici et comment on peut gérer tout ça. L'arrêt du tabac, c'est un processus par des échecs et des rebonds. La naturopathie, elle va agir en profondeur et l'écoute et l'individualisation sont centrales dans sa prise en charge. Approfondir vos compétences en accompagnement des addictions, c'était le but de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été instructif. N'oubliez pas d'intégrer une approche holistique, globale, humaine et durable en collaboration avec d'autres professionnels pour soutenir votre client et l'aider à arrêter durablement le tabac. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre chaîne pour davantage de webinaires et n'oubliez pas de consulter notre site internet pour découvrir nos formations et nos cursus. À très bientôt pour un nouveau webinaire.